Le collègue Baher il a déjà introduit le sujet que je vais aborder en détail, plus ou moins, avec mes propres vocabulaires, qui peut-être notre ami Baher ne sera pas d'accord, mais effectivement, dans son introduction, c'était une très bonne introduction pour qu'est-ce que je vais dire par la suite. Je vais commencer peut-être par deux choses, par deux remarques sur les deux interventions précédentes de Taher Labadi et de Madame Bitoni. C'était des excellentes lectures juridiques et économiques. Malgré cette excellence, je ne peux pas m'empêcher, effectivement, il faut dire les mots, d'avoir quelques points d'interrogation. Madame Bitoni, il n'a pas du tout abordé le sujet, le rôle de l'autorité palestinienne de Ramallah d'exclure autour de 5 millions de Palestiniens de tout statut national. Moi, je fais partie. Et j'ai compris ça personnellement quand j'étais confronté à la préfecture de Paris pour demander ma carte de séjour. J'étais envoyé au bureau de HCR aux Champs-Élysées, j'étais envoyé au bureau de l'OLB, à l'époque il s'appelle Bureau de liaison de l'OLB en France, et j'ai découvert que je suis dans un non-lieu juridique. Je suis complètement out of the system, si on peut dire ça, juridiquement parlant. Pourquoi? Tout simplement car les accords d'Oslo ont été basés. Moi, je connais aussi un autre collègue à moi, Joseph Safier, il est à Saclay d'ailleurs, c'était un prof à Saclay. C'est un Palestinien de Jérusalem. Il a perdu aussi la possibilité de retourner car pendant la guerre de 67, la guerre de juin 67, il était en France pour ses études. Il a découvert qu'il ne peut pas revenir, il est devenu des réfugiés. Donc, tout simplement, il a perdu toute possibilité de retourner chez lui. Pour ça, sur les 14 millions de Palestiniens qui constituent effectivement toutes les communautés palestiniennes en Palestine historique et dans le diaspora, il y a autour de 60% de ces 14 millions qui sont exclus de toute nationalité. Et les accords d'Oslo ont aggravé leur état, car toute citoyenneté palestinienne a été liée avec le recensement israélien qui a été fait 2 mois tout juste après l'occupation de juin 67. Ça veut dire toute personne qui était en dehors des territoires de la Cisjordanie et de Gaza a perdu toute prétention d'avoir la possibilité de rentrer et de faire partie d'une nation. Voilà. Donc ça, c'était un élément qu'il faut effectivement la signaler, car ce n'est pas un manquement fait par le leadership palestinien de l'époque, mais c'était le rapport de force qui a obligé effectivement ces Palestiniens d'accepter toutes les conditions. Et du coup, mais nous, en étant chercheurs, en étant aussi Palestiniens participants, car ça me touche aussi personnellement, ça touche ma famille, mes enfants et toute notre existence sociétale. Donc, on ne peut pas effectivement faire l'économie de ne pas souligner. Donc, c'est un point essentiel. Également, par rapport à la vision économique de Taher, il a manqué un élément essentiel. L'élément essentiel, c'est qu'est-ce qu'on appelle le traité de Paris. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce mot. Le protocole de Paris, ça fait partie intégrante des accords d'Oslo. Ce protocole de Paris laisse effectivement les territoires de la Cisjordanie et de Gaza dans un état de subordination intégrale à l'économie israélienne, de tous côtés. Donc, parler d'une économie de résistance sans dire effectivement que cette économie a été accablée par des traités signés par l'OLB et par les Israéliens en 1993, on ne peut pas parler effectivement d'une possibilité d'avoir une économie de résistance. Quelle économie de résistance? Économie de résistance dans un état de subordination intégrale où les Cisjordanie et à Gaza, il est devenu le premier marché de produits israéliens. Ça, c'est un petit exemple. Voilà, donc,
il y a des choses qui se fâchent des fois, spécialement chez une bonne partie de l'élite palestinienne, de parler les choses et de mettre les points sur les i, car mettre le point sur i, ça dérange beaucoup de monde, spécialement les gens autour de l'autorité. Et c'est pas seulement l'autorité, même les factions palestiniennes dites d'opposition, car tout le monde a été plus ou moins d'accord à l'intérieur de l'OLP, quelques petites voix qui étaient effectivement pas trop d'accord avec les accords d'Oslo, mais la plupart de l'élite palestinienne qui était autour de la lutte nationale palestinienne était plus ou moins d'accord avec la conclusion de ces accords. Ces accords d'ailleurs qui étaient présentés pour les Palestiniens comme un étape vers l'obtention de nos droits et nos aspirations nationales à long terme. Mais une chose qui était complètement, pour les décideurs palestiniens, ils savaient très bien, il ne sera pas une étape, mais ça sera le fin de la lutte nationale palestinienne. Et il était suffisamment conscient de cet état que signer des accords, les accords d'Oslo, ils sont constitués de 600 pages. Donc, ces accords ont été vendus au peuple palestinien comme l'étape dans 5 ans pour créer un État indépendant. Mais malheureusement, 600 pages, c'est pas n'importe quoi. Hein, 600 pages, il n'y a pas le mot d'État. Le mot État palestinien, il manquait sur les 600 pages. Je ne sais pas combien de mots dans ces 600 pages, mais le mot État palestinien, fin de l'occupation, fin de la colonisation, tous les sujets ont été effectivement pour plus tard, on va discuter. Mais la question de l'État qui était vendu aux Palestiniens, qu'on aura un autre État après 5 ans, a été complètement un mensonge élaboré par l'élite palestinienne autour de Arafat, il faut dire les choses comme ça, a été vendu aux Palestiniens comme un étape dans la lutte nationale, mais c'était effectivement, je peux le qualifier de la fin ou le déclin définitif du mouvement national palestinien moderne. Il a mis un fin absolument à toutes les aspirations du peuple palestinien. Et voilà, j'étais obligé malheureusement de commencer par ça. C'est pas trop gai, mais c'est comme ça. Il faut dire les choses dans leur nom. Et je vais après revenir à ce qui a été dit hier. J'ai déjà discuté avec Raphaël d'une chose qui m'a vraiment dérangé hier, de quelqu'un que j'ai une estime, vraiment grande estime pour sa qualité scientifique. Il s'agit de Monique Chemalier-Gendreau, qui a effectivement une référence juridique par excellence concernant les droits des Palestiniens. Mais je vais dire plus tard cette remarque qui était nécessaire. Et moi, en étant palestinien, je trouve que je suis obligé encore une fois de revenir. Donc vous voyez sur la carte, 1917, il s'agit d'une Palestine intégrale, une Palestine qui est sortie de l'époque ottomane suite à la Première Guerre mondiale. Cette Palestine commence petit à petit à se réduire, vous voyez. Donc il y a la présence en 1946, on voit en blanc toute la présence des colonies juives, des colonies qui commencent à prospérer. On arrive à 1947. Ça, c'était, je veux dire, la date effectivement très importante dans le conflit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y avait effectivement un projet zioniste qui a des stratégies suffisamment claires depuis le début. Le projet zioniste a consisté à dire clairement que qu'est-ce qu'on appelle la terre de la Palestine? C'est Eretz Israël. Donc, l'idée de Eretz Israël, ça veut dire la Palestine de la rivière à la mer. Il s'agit de la terre d'Israël qu'on doit faire un État juif, exclusivement juif, où les Palestiniens, ils n'ont pas de place. Donc, voilà, cette progression d'une Palestine unique
qui était une Palestine multiconfessionnelle, où toutes les communautés, y compris la communauté juive palestinienne, qui vivait effectivement dans un paix sociétal sans problème. On a le début de cette, en 1946, la société palestinienne a été composée d'1,972,000 personnes. Sur le 1,972,000 personnes, il y avait effectivement 600 000 juifs. 600 000 juifs composés essentiellement des juifs ashkénazes. Il ne s'agit pas des juifs palestiniens qui sont ici depuis des siècles et des siècles. Donc, cette présence ashkénaze qui commence à être effectivement une présence massive, on va voir par exemple, c'est en 1919, on avait sur la population totale qui habite dans cet espace de la Palestine, 90,3 des Palestiniens. Palestiniens, ça veut dire musulmans et chrétiens. Et il y avait 9% des juifs plutôt ashkénazes. Donc voilà, c'est 1919. Cette portion, elle va effectivement être progressivement avancée jusqu'à 1946. Il faut savoir aussi que l'immigration juive a été augmentée après le Shoah, après la libération, après les atrocités nazies commises contre la population juive européenne. En 1946, on a le pourcent de 9% de 1919. En 1946, ils sont devenus 35% de la population totale. Donc, c'est quelque chose qui a augmenté sensiblement. Et voilà, nous sommes devant, on rentre dans 1947. Vous voyez sur la carte, il y a la décision de la partition de la Palestine entre l'État dit arabe. Arabe, ça veut dire l'État palestinien, mais à l'époque, cette terminologie arabe, elle était effectivement de mise à cette époque, jusqu'à maintenant, par les Israéliens, et l'État juif. Il faut savoir que dans l'État dit juif, il y a une majorité des Palestiniens en 1947, avant la décision de la partition. Évidemment, il y a une majorité palestinienne avec une petite minorité juive dans l'État de la Palestine, l'État arabe. Donc, il a fallu l'entrée en guerre de 1948 pour changer complètement les dons, pour débarrasser de cette majorité de la population palestinienne dans l'État juif, en les expulsant, en les transformant des réfugiés de partout. Ma famille est partie en mer, en quittant Jaffa, voilà, mais le bateau de pêcheurs qui a porté ma famille, il s'est perdu dans la mer au lieu d'aller vers le sud à Gaza, comme beaucoup des bateaux palestiniens transportant des Palestiniens de Jaffa. Il s'est perdu, il est allé vers le nord. Donc voilà, je suis né au Liban dans un contexte complètement minoritaire, dans un quartier de Beyrouth où nous sommes complètement coupés de nos origines, de nos racines, de nos parents, tout simplement. Donc voilà, ça me ramène exactement à ce qu'elle a dit Madame Monique Chemalier hier, qui m'a, je veux dire franchement, il m'a heurté, cette affirmation de la nécessité d'affirmer la légitimité de l'État d'Israël. Pour moi, ma famille, tout le peuple palestinien, qui ont été expulsés en 1948, ça fait effectivement mal à entendre ce genre de discours pour la raison simple que la résolution 181 nécessite clairement que la création de l'État juif nécessite la création de l'État arabe.
Et il n'y a pas de légitimité pour la création de cet État sans avoir l'État arabe pour avoir effectivement les deux États qui partagent cet espace géographique. Donc voilà, cette résolution a été satisfaite dans son volet de la création de l'État juif et non pas dans le volet de la création de l'État palestinien. Évidemment, quelqu'un va me dire, oui, l'entrée des armées arabes, les conditions régionales et internationales, je vois bien, mais le résultat sur le terrain, que la création qui était censée conditionner par la création de l'État palestinien a perdu complètement sa possibilité d'exister. Plus tard, il y a une autre résolution des Nations Unies, la résolution de 194, qui dit clairement que l'État juif doit accepter le retour des réfugiés, et soit retour, soit indemnisation. Donc voilà, une chose qui était aussi refusée. Donc c'est une légitimité basée sur quoi, je me demande. C'était une légitimité basée sur des résolutions qui n'étaient pas du tout suivies par les Israéliens et par la communauté internationale de l'époque. Et du coup, moi je ne vois pas effectivement comment on peut dire que cet État a réellement une légitimité internationale, de la communauté internationale, car c'est un État des faits, c'est un État de fait accompli. Ça, on peut le dire, mais on ne peut pas dire, évidemment, les créations des États. Moi, je suis d'accord, juridiquement parlant, il s'agit d'un processus interne d'une communauté qui se présente comme une communauté nationale. On aboutit effectivement à la création de l'État sans avoir besoin de décisions internationales. Ça, c'est le logique juridique pure. Mais ce logique juridique oublie une chose, c'est les droits du peuple. Il oublie le droit du peuple car la création d'un peuple, de son État sur les décombres d'un autre peuple, je ne sais pas, moralement ou éthiquement, comment on peut le justifier par un langage juridique abstrait, disant que le processus de création d'État sont toujours, je veux dire, l'aboutissement d'une dynamique d'une communauté nationale qui a décidé à créer son contrat social, à créer ses institutions étatiques. Et donc, il existe. Il n'a pas besoin de décisions internationales ou autres. Mais si cette création elle est a causé complètement la disparition et la destruction massive dans notre peuple, on oublie que les peuples aussi, ils ont des droits dans le droit international. Donc voilà. Et il faut savoir, est-ce qu'on est dans le langage juridique abstrait ou on est devant les faits accomplis, les faits réels de politique, où il y a une communauté qui a construit son État sur les décombres de notre communauté. Donc, est-ce qu'il est justifié? Voilà, donc c'est quelque chose, effectivement, qui m'amène à parler de deux notions toujours antagonistes dans la perception du peuple palestinien. Et malheureusement, c'était toujours, premièrement, parlons de justice et parlons de rapport de force. Donc, tout ce qui a subi le peuple palestinien, il est le résultat des rapports de force déséquilibrés, car une société qui vient sortir d'une époque ottomane très dure, qui se confronte directement à une machine de guerre européenne par excellence, avec tout le savoir-faire européen qui était employé par des Européens, car il faut savoir que les Ashkénazes, ils sont tous, je veux dire, de cette culture européenne. Et voilà, les Palestiniens, ils sont toujours tenus à dire, je me rappelle mes discussions avec mon père, comment s'était passé ce Nakba, car c'est pour nous, pour ma génération, c'était quelque chose impensable, comment la société palestinienne, malgré toutes ces résistances contre le projet zioniste en Palestine, a effectivement perdu la bataille.
Je me rappelle très bien, mon père dit tout simplement, nous retenons la justesse de notre cause. Si notre pays, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui vient pour nous expulser de ce pays. Et l'expulsion a été impensable dans la plupart des Palestiniens. Ça veut dire dans la perception collective du peuple palestinien, qu'est-ce qui s'est passé au Nakba? C'était impensable. Et du coup, car il tient toujours à cette notion de justice, car notre cause est juste. Et cette idée de notre cause est juste a commencé avec le Nakba et jusqu'à aujourd'hui, on parle effectivement que l'essentiel pour les Palestiniens. Malheureusement, sur cette notion de justice, les Palestiniens, ils n'ont jamais réussi à faire bouger les lignes pour avoir un rapport de force suffisamment important pour satisfaire leur aspiration à la justice. Donc une justice sans force, il devient effectivement, comme beaucoup des cas dans le monde, où la justice, elle est imposée par les forts. Et donc, ça sera la justice et la vision de fort pour imposer sa lecture de justice. Dans ce domaine, je voudrais dire, je voudrais retourner au projet zioniste, qui est un projet colonial. Tout le monde maintenant, notre ami Abaher aussi, il a évoqué le terme, la colonisation de peuplement. Donc il s'agit c'était leur colonialisme, c'est quelque chose assez particulier. Il s'agit d'un projet colonial par excellence où la déportation des populations autochtones font la première règle de cette colonisation. Donc, dans ce domaine, il y a beaucoup de mots. Maintenant, on l'utilise pour les populations de Gaza. On parle de transfert de population. Moi, je suis scandalisé par cette histoire de transfert, car le transfert, il s'agit de déportation forcée. Et pourquoi ne pas le dire? Le mot transfert masque réellement la violence de l'acte. Il faut nommer les choses. Et pour ça, moi, je considère que les mots, ils sont chargés de sens. Et il ne faut pas l'utiliser à n'importe quoi. Donc, j'ai envie de dire que la déportation des populations autochtones font partie intégrante du projet colonial zioniste pour évacuer le peuple palestinien et remplacer ce peuple palestinien par des colonies. Donc, quelques-uns, peut-être, ça sera choqué pour dire, pour moi, Israël, c'est une colonie et que la colonie en 1948, elle est égale à la colonie en 1967. Les deux sont des colonies. Il n'y a pas de colonie qui est l'État d'Israël, il n'y a pas une autre colonie dans les territoires occupés en 1967. Il s'agit d'une colonisation avec le même mécanisme, avec les mêmes expulsions des Palestiniens. Vous savez, le premier problème des réfugiés palestiniens, il date de 1921. Premier réfugié palestinien de la région de Wad el-Hawarith, où l'armée britannique a encerclé tous les villages de cette région et elle a expulsé massivement ces populations pour les donner effectivement un projet de créer des colonies dans cette région. On avait des réfugiés palestiniens, ce n'est pas de 1948, c'est de 1921. Le problème, il est très loin. On a toujours dans cette... voilà, donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant, le mot vraiment... le mot trompeur de transfert de la population de Gaza. On dit que maintenant on a un génocide. Il ne faut pas oublier, on a peut-être Saleh Abdel-Jawad, il a fait une étude qui a montré avoir des massacres généralisés mais locaux. Il n'y a pas que Deir Yassin qui était effectivement un massacre à grande échelle, mais il y avait aussi pas mal des autres massacres commis localement, car les massacres, il a toujours un seul message, c'est effrayer la population pour qu'elle fuit, effectivement, les effrayer pour les faire fuir les régions de combat. Et c'était, selon l'étude de Saleh Abdel-Jawad, c'était pratiqué à grande échelle en 1948, où on n'a jamais effectivement documenté. Lui, il avait le mérite dans cette étude de montrer avec les cartes réellement
toutes ces petits massacres qui étaient commis pour effectivement évacuer les gens. C'est tout? Ah, moi j'ai beaucoup de choses à dire, Raphaël. J'ai cru comprendre. D'accord, très bien. Je suis désolé, c'est un petit principe d'équité. D'accord, très bien. Oui, oui, je suis. Dans tous les cas, il y a. Donc c'était juste pour indiquer qu'il restait 5 minutes. Hein. Dans ces. Conversation Oui, oui, secrète. je vais aller vite. Je suis navré. Vous voyez la deuxième carte. Comment ça? Je ne sais pas l'habitude. Ouais. Non. Clique à côté du cadre. Ouais. C'est ça. Comme ça, c'est mieux. Vous voyez, les accords d'Oslo, ils ont abouti à ce morceau de gruyère trouvé de partout. La gruyère, c'est bon, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Désolé, hein. Peut-être la gruyère, on l'a effectivement attribué quelque chose. Donc, voyez-vous quel état on peut créer dans cet espace trouvé de partout. Et toutes les vides entre les régions vertes, il s'agit soit des bases, des camps militaires de l'armée israélienne, soit des colonies israéliennes. Donc, quelle économie, quelle indépendance économique dans ces ghettos, ces barrières-là, par l'autre, par des murs, par des barrages, par des postes militaires de toutes sortes. Donc, c'est complètement dérisoire l'histoire de l'État palestinien en Cisjordanie à Gaza. La carte montre réellement qu'il n'y a aucun moyen, ni d'avoir un État, ni d'avoir une économie libre, indépendante. Nous sommes effectivement dans un État colonial classique dans cette fois-ci, où il y a l'économie palestinienne, elle est complètement subordonnée à l'économie israélienne, où la vie quotidienne, comme il a expliqué notre ami Abaher, tous les petits détails de la vie quotidienne, elle est conditionnée par cette présence massive des colons partout dans les territoires. Donc, il s'agit de résultats, malheureusement, d'Oslo. Les accords d'Oslo, pour moi, c'était la deuxième Nakba des Palestiniens. Pour la raison simple, le premier Nakba en 1948 a produit un sursaut national palestinien pour la revendication de droits et surtout le droit au retour. Ce Nakba-là, c'était la création ou la manipulation d'une partie de l'élite palestinienne pour qu'elle confirme les thèses zionistes principales. Ça veut dire les thèses qui disent tout simplement que la possibilité d'expulser les Palestiniens elle est le résultat des besoins de créer un État refuge pour les Juifs. C'était un État refuge car il y avait le nazisme, mais effectivement l'idée d'État refuge a été utilisée largement pour dire que cet État doit exister. Finalement, on peut dire qu'en voyant cette carte, et si on le met à côté avec la carte d'Israël, on voit que la Palestine de la rivière à la mer, elle devient un espace étatique unique. Donc nous sommes déjà avec l'État unique. L'État unique existe déjà, mais malheureusement cet État unique, c'est un État raciste, c'est un État d'apartheid. Donc, il y a une tendance chez les Palestiniens qui pensent réellement que la solution de ce conflit colonial qui date de 100 ans, hein, c'est pas d'hier, ça sera la unification de cet espace en changeant la nature de l'État qui contrôle cet espace. Et de là est née toutes ces mouvances palestiniennes qui revendiquent le One Democratic State. One Democratic State, ça veut dire un État de citoyens, un État pour tous les citoyens, juifs et palestiniens.
Et il faut dire, cette proposition palestinienne, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une proposition qui a été faite en 1943, à une époque où on a commencé à discuter après le départ des troupes britanniques, quel État on aura dans cet espace qui est la Palestine mandataire. Il y a des voix des Palestiniens qui commencent à dire qu'il n'y aura pas une solution que la création d'un État. Ils ont utilisé le mot laïque, c'était quelque chose de très en avance en 1943. Ils ont utilisé le mot un État démocratique et laïque de citoyens égaux sans aucune distinction, ni de couleur, ni de langue, ni de religion. Et voilà, c'est né cette proposition palestinienne en 1943. Cette proposition a été prise texto sensu par le Conseil national palestinien en 1969. Et il y avait effectivement un retour que l'objectif final de la lutte nationale palestinienne, c'est l'instauration d'un état de citoyenneté sans distinction de religion, de couleur ou d'autre chose. Donc c'est un programme palestinien original. Depuis le début, nous parlons toujours de la possibilité de vivre ensemble sans aucune distinction, où il y aura tout simplement l'appartenance à une communauté, pas nationale, mais une communauté politique. Et ça, juridiquement, effectivement, il faut le distinguer d'une façon claire. Quand on parle d'un état de citoyenneté, on parle que la création d'une appartenance communautaire. Mais cette communauté, elle ne sera pas ni une communauté religieuse, ni ethnique, ni autre chose. Ça sera une communauté politique où l'individu s'identifie effectivement avec l'intérêt global de l'appartenance à cet état de tous. Donc c'est un état qui est dénué de toute appartenance. Et moi, je l'appelle des fois, quelquefois, les Palestiniens ne sont pas très contents. Mais je dis que c'est un état de poste national. Poste national dans le sens, c'est un état neutre, c'est un état qui n'a pas une majorité ni palestinienne ni juive. Il s'agit d'un état pour tous. Et cet état, il ne peut pas être un état... car la notion complètement fallacieuse de state nation, l'État-nation, voilà, je conclus. Donc voilà, c'est l'État unique, démocratique et laïque. Peut-être, ça sera effectivement la seule issue de cet état d'impasse où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et merci.